Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la Comment fraîche. tu vas ce matin? Ça va très bien. La température ne t'a pas trop embêté? Non, j'ai eu de la chance. J'ai pu venir ici au moment où, évidemment, la pluie, enfin la rosée ne commençait à peine, quoi. D'accord, l'actualité internationale nous emmène où ce matin? On repart aux États-Unis où les nouvelles ne sont pas du tout bonnes sur le plan financier, puisque, comme on dit souvent, jamais 203. On a une troisième banque qui a fait faillite lundi dernier. Il s'agit de la Signature Bank. Il faut savoir que déjà, comme je l'avais dit ici, la Silvergate avait fait faillite le 8 mars. Puis, j'avais parlé de la faillite de la Silicon Valley Bank qui avait eu lieu vendredi dernier. Et on a appris également que lundi, la Signature Bank, une troisième banque, avait fait faillite aux États-Unis. C'est la 16e banque par le montant de ses actifs et ses épargnes et sa liquidité. Elle avait environ pour 110 milliards de dollars d'actifs et 88 milliards de dollars de dépôts. Alors, évidemment, la question que l'on se pose, c'est qu'est-ce qui explique les faillites de ces trois banques-là? Il y a un certain nombre de facteurs qui sont communs. D'abord, les facteurs qui sont communs, un peu, c'est la réalité des banques qu'on a aux États-Unis. Il faut savoir qu'avant la crise ukrainienne, où la guerre déclenchée en Ukraine et avec le déclenchement des sanctions occidentales qui ont été appliquées par les Occidentaux contre la Russie et qui ont maintenant malheureusement un impact sur leurs propres économies, c'est qu'avant 2022, si tu veux, le secteur bancaire était malheureusement avait de nouveau sombré dans une espèce de bulle spéculative à l'instar de ce qu'on avait vu en 2008, j'en ai parlé ici. Alors, la bulle spéculative ici, en fait, c'est quoi? C'est que les banques, en fait, elles ont beaucoup de dettes, elles ont beaucoup d'actifs, elles ont très peu de liquidités, et elles ont une très grande facilité à se financer. Et donc, lorsque l'on est dans cette situation-là, on a l'impression que, évidemment, tout va bien. Et donc, le moindre changement qu'il y a, notamment dans la politique monétaire, on a un effondrement du système en quelque sorte. C'était exactement ce qui s'était passé en 2008. Mais pour qu'on arrive à, si tu veux, un changement de politique monétaire, évidemment, les raisons sont diverses. Si on se rappelle, par exemple, en 2008, c'était la crise des subprimes qui avait entraîné la faillite de la banque Lehman Brothers à une époque où les banques avaient énormément de dettes, avaient énormément d'actifs, très peu de liquidités, une très grande facilité à se financer. C'est-à-dire qu'elles pouvaient emprunter auprès des banques centrales à des taux très faibles, parfois même des taux négatifs. C'est ce qu'on appelait l'argent magique, c'est-à-dire l'argent qui vient facilement, pour lequel... En fait, les banquiers n'avaient quasiment qu'à se baisser pour ramasser et donc ils pouvaient facilement investir se lancer dans des investissements financiers, notamment dans des actifs, en essayant d'acheter des actions et des obligations. Et donc, malheureusement, dès lors qu'après la crise des subprimes, c'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir ces espèces de prêts toxiques, là, c'est-à-dire des prêts immobiliers avec des hypothèques, en fait, qui ne parvenaient pas à trouver preneur. Et donc, ces prêts toxiques-là vont entraîner une crise de liquidité. Donc, les déposants vont aller se ruer vers les banques pour essayer de faire des retraits. Et comme les banques n'avaient pas suffisamment de liquidité, dans la même mesure où quelques jours auparavant, du fait de la crise des subprimes, pour éviter un effondrement de la monnaie, qu'est-ce que les banques centrales font? Elles limitent en quelque sorte l'accès à l'approvisionnement, à l'accès aux liquidités en augmentant les taux d'intérêt. Donc, l'augmentation des taux d'intérêt va faire quoi? Mécaniquement, le crédit va devenir plus cher et les banques vont avoir de plus en plus de mal à s'approvisionner en liquidité parce que l'argent coûtera plus cher. Et donc, ça crée ensuite cette espèce de panique. Donc, la confiance s'effrite et donc les gens ont peur. Et le réflexe, c'est ensuite que tout le monde se rue au même moment pour aller retirer son argent. Mais en général, les banques n'ont plus d'argent parce que tout est parti dans les actifs qu'elles détiennent. Et parfois, ces actifs-là sont des actifs de très mauvaise qualité. Donc, l'absence de liquidité fait que les déposants n'ont plus la capacité d'avoir accès à leur argent. Et on est exactement dans cette même configuration-là, c'est-à-dire que
Bien entendu, le fait qu'il y a la flambée des prix des cours des matières premières, notamment des matières premières énergétiques, fait que la plupart des grandes banques centrales, notamment le Trésor américain, ont décidé depuis l'année dernière de lever leur taux d'intérêt. Et par conséquent, donc, pour les banques, il est difficile d'avoir des liquidités. Donc, l'argent magique a disparu. Or, elles se retrouvent avec d'énormes actifs, une énorme dette, très peu de liquidités. Et donc, dès lors que une des entreprises qui est déposante dans cette banque-là est en difficulté, et donc dès lors qu'elle décide de vouloir retirer de l'argent pour faire face à ces difficultés, elle n'a pas cet argent-là, elle n'a pas accès à cette liquidité-là, et par conséquent, donc, quand les gens commencent à voir ça, le réflexe, c'est que tout le monde donc se rue pour aller essayer de récupérer leur argent et éviter que celui-ci ne s'envole. Et c'est ce qui explique aussi le fait que la signature banque a fait faillite. Il faut savoir, j'en avais parlé ici, que pour le cas de SVB, c'est une société qui s'appelle Circle, qui est spécialisée dans les crypto-monnaies, qui avait fait faillite, entraînant par la suite la disparition de près de 8 milliards de dollars qu'elle devait à peu près d'1 million d'utilisateurs de la crypto-monnaie qu'elle gérait. Elle gérait la USDC, c'est-à-dire d'une crypto-monnaie qui est adossée au dollar, c'est-à-dire une crypto-monnaie que l'on pouvait convertir en dollars. Et donc, la faillite de Circle a entraîné justement le fait que les gens ont eu peur et donc sont partis se ruer dans leur guichet, dans les différents guichets de la SVB pour retirer les dépôts qu'ils avaient dans cette banque-là. C'est la raison pour laquelle les autorités avaient pris les devants dès vendredi dernier, notamment la Federal Depository Insurance Corporation, la FDIC, qui est l'administrateur, qui est l'un des régulateurs et superviseurs avec le Trésor américain si tu veux, l'activité des banques. Et donc, de ce fait, c'est cette entité-là qui avait donc décidé de reprendre la main en matière de gestion de la SVB. Et c'est exactement ce qui s'est passé lundi, puisque lorsque la signature banque avait annoncé sa faillite, parce qu'elle aussi, elle avait fait face au même problème que la Silicon Valley Bank, c'est-à-dire qu'elle, c'est une autre entreprise qui est aussi dans la crypto-monnaie qui s'appelle FTX, qui également avait eu des problèmes de gestion qui avaient entraîné une perte sèche d'à peu près 3 milliards de dollars. Et donc, pour faire face à ces difficultés, elle avait donc décidé de se rapprocher de la banque, de la signature banque, dans laquelle elle avait des dépôts. Et donc, malheureusement, étant donné le montant important du retrait que sollicitait la FTX, et donc la signature banque n'était pas en capacité d'honorer cette demande-là. Et par conséquent, ça a créé une forme de panique chez les clients de signature banque qui sont allés se ruer également dans ces guichets pour essayer de retirer de l'argent. Et ça aussi, ça a été un très mauvais signal qui a fait que la Federal Depository Insurance Corporation, donc la FDIC, a donc décidé, elle aussi, de prendre la gestion de la signature banque et pour essayer d'éviter, si tu veux, la saignée de cette banque et stabiliser, si tu veux, le système bancaire américain, parce qu'il faut éviter une espèce de contagion, que la plupart des déposants n'aient plus confiance en leur banque et que si tout le monde va se ruer dans les banques pour dire qu'on va retirer leur dépôt, évidemment, ça risque de mettre à mal le système bancaire américain. Donc, c'est la raison pour laquelle les autorités américaines ont pris le devant. Alors, évidemment, la question que l'on se pose, c'est est-ce que les autres banques pourraient être affectées par cette situation? Alors, pour le moment, c'est difficile à dire parce qu'on est encore au début du phénomène. Il faut savoir que lorsque on est dans une phase de bulle spéculative, de l'extérieur, il est extrêmement difficile de connaître la situation réelle de chaque banque. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a une crise, en fait, une crise financière, elle permet de révéler, si tu veux, la réalité du système financier au moment où la crise apparaît. Parce que dès lors qu'il y a la crise, les banques commencent à avoir des problèmes et donc tout le monde commence à essayer de jeter un coup d'œil et à essayer de comprendre ce qui est à l'origine des difficultés que connaissent ces banques-là. Et donc, pour le moment, il est clair que aussi, à chaque fois qu'il y aura
des politiques monétaires qui seront dans le sens d'un relèvement des taux d'intérêt pour essayer de limiter l'accès justement à des financements par les banques centrales, automatiquement, on va voir que ces banques-là auront des difficultés à avoir des liquidités. Elles auront donc des difficultés à octroyer des prêts aux entreprises et pire, elles auront des difficultés à rembourser les dépôts de leurs clients. Donc, ce qui fait que après on va commencer à comprendre que qu'est-ce qui se passe, comme je l'ai dit, on voit alors que ces banques-là s'étaient énormément endettées. Pourquoi ? Parce que l'argent était facile, comme je l'ai dit. Avant 2022, on était dans une phase où les taux d'intérêt étaient négatifs, donc on payait même les banques pour aller emprunter auprès des banques centrales qui étaient en surliquidité. La deuxième chose, c'est qu'elles ont des actifs énormes, donc elles ont beaucoup de bons de trésor, que ce soit américains ou ailleurs, ou bien des obligations d'État, et elles ont également beaucoup d'actions dans leur portefeuille, et donc elles investissent beaucoup en bourse, et malheureusement, dans le même temps, elles ont très peu de liquidité par rapport à la dette et par rapport aux actifs qu'elles détiennent. Donc, ce qui fait qu'en réalité, les actifs, c'est comme des dettes aussi. C'est une forme transformée de la dette. Et donc, quand vous avez une énorme dette auprès des banques centrales, vous avez énormément d'actifs et vous avez très peu de liquidité, et donc en fait, en réalité, vous n'êtes pas une banque sûre, vous n'êtes pas une banque solide, vous êtes une banque extrêmement fragile. Et dès lors que l'on change l'accès pour vous à ces liquidités-là, donc en augmentant les taux d'intérêt, on limite votre accès à l'argent, forcément, tel un château de cartes, tout s'effondre. Maintenant, reste à savoir, évidemment, dans cette situation, lorsqu'on regarde la taille des banques, certes, la Signature Bank, c'est la troisième plus grosse banque qui a fait faillite aux États-Unis, dans toute l'histoire des banques américaines, mais ça ne veut pas dire que d'autres banques ne pourraient pas suivre, notamment des banques de taille plus petite, ou bien des banques qui sont dans la même situation financière que la Signature Bank, la SVB, ou bien la Silvergate, c'est-à-dire des banques très endettées qui disposent d'énormes actifs et qui n'ont pas de liquidité. Donc, reste à savoir maintenant quelles sont les banques qui sont dans cette situation. Or, on sait en général que les banques ne communiquent pas sur leur état financier, en réalité, leur véritable état financier. Et donc, ce qui fait qu'il est difficile pour le moment de pouvoir dire avec certitude quelles sont les banques qui sont solides, qui ont la capacité de pouvoir faire face à cette augmentation des taux d'intérêt, donc cette limitation de l'accès à des liquidités, et surtout, quelles conséquences cela va avoir sur les autres banques qui sont partenaires de ces banques-là, comme je l'ai expliqué. En général, quand les banques américaines sont en difficulté, beaucoup prêtent à des banques européennes, elles se retournent vers ces banques européennes pour demander d'être remboursées. Ces banques européennes, peut-être, elles aussi ont prêté à des banques asiatiques, etc., etc. Et donc, tu vois que ça fait comme un effet boule de neige dès lors que la banque américaine, qui est le point de départ de la crise, a des difficultés, tel un effet domino, c'est l'ensemble des banques, que ce soit européennes, asiatiques ou autres, qui sont également contaminées. Mais ça, évidemment, les autorités fédérales ont voulu être très claires. D'abord, pour ce qui concerne la faillite de la Signature Bank, une banque de relais a été mise en place. Cette banque de relais aura pour rôle de garantir justement les dépôts des clients de la Signature Bank. Maintenant, à la différence de ceux de la SVB, il n'y a pas un plafond de $250,000 par client particulier entreprise qui a été mis en place. Mais ce qui est sûr, c'est que la banque de relais va assurer la gestion à la place de la Signature Bank et autoriser à partir dès hier même aux clients de Signature Bank de pouvoir faire des retraits pour ceux qui avaient besoin d'avoir accès à leur argent. Et donc, maintenant, évidemment, ce qui serait un très mauvais signe, c'est de voir se multiplier dans les semaines, dans les jours, les semaines ou les mois à venir, cette multiplication soit de prise de gestion par la force de l'État fédéral américain, parce que à la seule différence de Silvergate qui avait volontairement annoncé sa faillite, la SVB et la Signature Bank sont passées sous le contrôle des autorités fédérales sans l'avis des dirigeants de cette banque-là. Donc le gouvernement a pris les devants en essayant de limiter la casse, en essayant de garantir, si tu veux,
garantir les dépôts des clients de ces différentes banques-là pour essayer d'éviter qu'il y ait une contagion, une surchauffe du système financier et essayer de maintenir la confiance des clients vis-à-vis des banques. Donc, pour éviter un effondrement du système, il fallait que les autorités ont donc décidé de prendre les devants parce que si elles ne faisaient pas, si la crise était plus grave, elles devaient se retrouver comme en 2008 à devoir emprunter entre 1000 et 2000 milliards de dollars pour essayer d'éviter l'effondrement du système financier américain. Et donc, les autorités ont déjà fait savoir, notamment la secrétaire d'État au Trésor et le gouverneur et le directeur du Trésor américain ont fait déjà savoir que, évidemment, le contribuable, à l'opposé de ce qui s'était passé en 2008, les contribuables américains n'allaient pas financer, si tu veux, le redressement de ces banques-là. Ces banques-là allaient, bien entendu, les dépôts sont garantis par l'État, mais il est hors de question que ce soit le contribuable qui puisse rembourser les pertes occasionnées par la mauvaise gestion de ces entreprises-là. Donc, on est, une fois de plus, dans une deuxième phase. Tu vois, en général, lorsqu'on a une crise comme celle que l'on traverse aujourd'hui, on a d'abord cette crise économique avec la flambée des prix des cours des matières premières. Ça entraîne une crise industrielle. Après cette crise industrielle, ça devient une crise monétaire. La crise monétaire, on augmente les taux d'intérêt et après, ça devient une crise de la dette. Donc, les entreprises endettées n'ont plus la capacité soit de rembourser, soit d'avoir accès à des crédits et donc elles n'ont plus accès à des financements. Et ensuite, ça devient évidemment une crise, ça devient une véritable contagion et donc on assiste à des effondrements, à des fermetures d'entreprises et à des fermetures de banques. Donc la fermeture de banques, c'est ce qui est beaucoup plus visible sur un plan médiatique parce que c'est ce qui a le plus grand nombre d'impacts. Mais ça veut donc dire qu'au quotidien, il y a derrière des dizaines, voire des centaines d'entreprises américaines qui sont soit menacées, soit qui sont obligées de fermer parce qu'elles n'auront plus accès à des financements. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On fait un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Restez connectés. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.